money. Money, money, money. Crazy about my money. Et si je vous disais que votre avenir financier ne dépend pas de vos connaissances en économie, mais de votre psychologie, que l'argent, au fond, n'est pas qu'une affaire de chiffres, mais surtout d'émotions, de peur, d'orgueil et de biais cognitifs. Aujourd'hui, on plonge dans un livre incontournable. La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Préparez-vous à changer votre rapport à l'argent, peut-être pour toujours. Présentation du livre et de l'auteur. Morgan Housel est un ancien chroniqueur économique pour le Wall Street Journal et The Motley Fool. Son livre La psychologie de l'argent est un best-seller mondial traduit dans des dizaines de langues. Ce qui a fait le succès de ce livre, ce n'est pas une méthode miracle pour devenir riche, mais une approche réaliste, humaine et accessible sur la façon dont nous prenons nos décisions financières. Parce que gérer son argent, ce n'est pas seulement savoir calculer, c'est surtout comprendre son comportement. Résumé des chapitres. Chapitre 1. Personne n'est fou. Nous avons tous une vision unique de l'argent, basée sur notre histoire personnelle. Quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté aura une approche différente de quelqu'un qui a connu l'abondance. Nos expériences forgent en nos croyances financières. Il n'existe donc pas de rationalité universelle. Ce que tu penses être une décision stupide chez quelqu'un d'autre peut en réalité être une décision logique selon son histoire, ses croyances et son contexte. Imagine deux personnes. L'une a grandi pendant la crise de 1929, l'autre pendant la bulle Internet. Leurs attitudes face à l'argent seront radicalement différentes. Clé, ne juge pas les choix financiers des autres. Et surtout, questionne les tiens. Exemple, une personne qui refuse d'investir en bourse n'est pas irrationnelle. Elle a peut-être vu ses parents perdre leur maison en 2008. Chapitre 2. Chance et risque. Le succès financier ne repose pas uniquement sur le talent. Il y a toujours une part de chance et de risque. Le problème, c'est que nous surestimons souvent l'un et sous-estimons l'autre. Exemple frappant, Bill Gates n'est pas juste brillant. Il a aussi eu la chance d'aller dans une des rares écoles équipées d'un ordinateur en 1968. Le succès financier n'est jamais 100% mérité. Et l'échec n'est pas toujours dû à une faute. Housel illustre cela avec l'exemple de Bill Gates. S'il était né dans un autre quartier, sans accès à un ordinateur dans les années 70, il ne serait peut-être jamais devenu Bill Gates. À l'inverse, des personnes tout aussi brillantes ont tout perdu pour avoir tenté une idée au mauvais moment. Clé, sois humble dans le succès et indulgent dans l'échec. Chapitre 3. Ne jamais en avoir assez. La convoitise peut ruiner les plus grandes fortunes. L'envie constante de plus d'argent, plus de statut, pousse certains à prendre des risques démesurés. Apprendre à dire « assez » est un super pouvoir financier. Le piège de l'argent, c'est que « assez » n'existe pas. Tu gagnes 100 000 euros, tu veux 200, tu gagnes 1 million, tu veux 10. L'histoire de Rajat Gupta, PDG respecté devenu criminel à cause de la cupidité, est frappante. Il avait tout, sauf la capacité de dire « stop ». Le vrai luxe, savoir que tu n'as pas besoin de plus pour être bien. Chapitre 4. Confondre être riche et être prospère. Être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. Être prospère, c'est pouvoir vivre selon ses propres termes. Une distinction cruciale. La vraie richesse, c'est la liberté, pas la Lamborghini. Tu peux avoir une voiture de luxe et 0 € sur ton compte. Ou être invisible financièrement, mais libre. Clé, la prospérité se construit dans l'ombre et elle te donne du pouvoir, celui de dire non. Chapitre 5. L'importance du temps. La magie des intérêts composés réside dans le temps. Warren Buffett est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, non seulement parce qu'il est un bon investisseur, mais surtout parce qu'il a investi pendant plus de 70 ans. L'argent composé est la 8e merveille du monde, disait Einstein. Et c'est vrai. Mais il faut du temps. Beaucoup de temps. Warren Buffett n'est pas juste riche parce qu'il est brillant. Il est riche parce qu'il a commencé à investir à 11 ans et n'a jamais arrêté. Clé, la patience est la meilleure stratégie financière. Chapitre 6. Survivre d'abord, s'enrichir ensuite. L'objectif principal de toute stratégie financière, survivre. Ce n'est qu'après qu'on peut penser à croître. Cela implique de garder une marge de sécurité, d'éviter les dettes toxiques et de toujours prévoir le pire. Le but numéro 1 dans la gestion de l'argent, ne pas perdre. La meilleure stratégie d'investissement est inutile si tu fais faillite avant qu'elle porte ses fruits.
Houssel insiste, tu dois survivre pour gagner. Clé, privilégie la sécurité avant la performance. Chapitre 7. L'épargne, une discipline plus puissante qu'on le croit. Pas besoin d'un salaire astronomique pour s'enrichir. Ce qui compte, c'est votre taux d'épargne. Il dépend bien plus de votre comportement que de vos revenus. L'épargne est une décision émotionnelle plus que mathématique. Peu importe combien tu gagnes. Ce qui compte, c'est combien tu gardes. Deux personnes avec le même salaire peuvent avoir deux destins opposés selon leur capacité à différer la gratification. Clé, épargner, c'est acheter ta liberté future. Chapitre 8. Liberté et contrôle de son temps. La plus grande richesse, c'est le contrôle sur son temps. Être libre de choisir ce qu'on fait, quand on le fait, avec qui on le fait. L'argent doit être un outil pour acheter cette liberté, pas une fin en soi. Ce que la plupart des gens recherchent vraiment, ce n'est pas 1 million d'euros, c'est le contrôle de leur temps. Se lever sans réveil, dire non à une réunion inutile, passer du temps avec ses enfants, voilà la vraie richesse. Clé, l'argent est un outil. Son but, t'offrir une vie à ton rythme. Chapitre 9. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il permet d'éviter les tracas quotidiens, d'accéder à de meilleures opportunités, de vivre des expériences riches. Mais, au-delà d'un certain seuil, plus d'argent n'apporte pas proportionnellement plus de bonheur. Oui, l'argent peut rendre heureux, mais seulement jusqu'à un certain point. Il diminue le stress, mais ne garantit pas la joie. Les études montrent que l'argent au-delà d'un certain seuil ne crée pas plus de bonheur. C'est l'usage de l'argent qui compte, acheter du temps, de la sécurité ou des expériences. Clé, utilise ton argent pour vivre mieux, pas pour impressionner. Chapitre 10. La modestie comme boussole. La prudence et l'humilité sont essentielles. Personne ne peut prédire l'avenir économique. Il faut accepter cette incertitude et construire une stratégie adaptée plutôt que de croire à des recettes miracles. Les marchés, l'économie, la vie sont imprévisibles. Plus tu crois tout maîtriser, plus tu t'exposes. Houssel prône une posture d'humilité permanente, la modestie protège. Clé, sois préparé à avoir tort et ne parie jamais toute ta fortune sur une seule vérité. Ce qu'il faut retenir, l'argent est émotionnel avant d'être rationnel. Vos choix financiers sont souvent guidés par vos émotions, pas par des calculs logiques. Tes décisions d'aujourd'hui sont façonnées par ton passé. Ton histoire personnelle influence profondément ta manière de gérer l'argent. Le plus grand luxe financier, c'est la liberté. Gagner sa vie, c'est bien, mais contrôler son temps, c'est encore mieux. Épargner, c'est investir dans ta tranquillité future. Chaque euro économisé est un pas vers l'indépendance. La patience bat le génie à long terme. Le pouvoir des intérêts composés récompense ceux qui savent attendre. Mieux vaut être en sécurité que brillant et ruiné. La prudence est la stratégie invisible des plus grands investisseurs. Mini quiz. Quelle est la différence entre être riche et être prospère? Pourquoi la chance est-elle un facteur à considérer en finance? Quel est le plus grand avantage de l'argent selon Morgan Housel? Si tu ne sais pas répondre à ces questions, peut-être que réécouter l'audio t'aidera à bien intégrer les concepts essentiels. Conclusion, ce livre nous invite à réconcilier notre esprit avec notre portefeuille, à sortir de la logique du toujours plus, pour entrer dans celle du assez et bien géré. Si ce résumé vous a éclairé, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains livres qui changent notre regard sur la réussite. Et justement, la semaine prochaine, on plonge dans La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, un guide pour reprendre le contrôle de son temps et de sa vie. À très vite. Crazy about my money.